Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet à la Morim. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, Shavua Tov, bienvenue à tous en cette belle journée de février où j'espère tout le monde est en train de se préparer pour la fête de Tou Bishvat, que vous le passiez en communauté, en famille, entre amis. En tout cas, on vous le souhaite, plutôt que d'être devant votre télé ce soir. Regardez près de chez vous, il y aura sûrement un seder d'organiser. Je parle de Tou Bishvat parce que cela va avoir un lien avec le contenu de cette émission ce matin qu'on va dédier à l'éducation informelle. Puis on va en profiter pour faire une annoncer que la Morim a accepté une subvention importante venant d'un donateur aux États-Unis pour envisager des nouveaux programmes d'éducation informelle dans les écoles juives de France. Et puis on lance un pilote, donc un pilote expérimental qui va nous permettre de tester la validité de cette idée de projet informel. Pour en parler avec moi aujourd'hui, la responsable de ce projet qui va donc cadrer le contenu pédagogique de ce projet en partenariat et en concertation avec d'autres personnes dont on parlera. Donc, Madame Maria Chadré, bienvenue. Bonjour, bienvenue, Shavua Tov. Shavua Tov, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce projet d'éducation informelle et de manière plus générale et plus large, pour nous parler de votre expérience de travail avec les jeunes, puisqu'il est vrai que au-delà de votre formation d'ingénieur, vous vous êtes dirigé vers une carrière d'enseignante très rapidement. Vous avez donc été longtemps en contact avec des enseignants et des élèves, donc des élèves de collège, lycée principalement. Et puis, très vite, vous vous êtes orienté vers ce qu'on appelle aujourd'hui les étudiants, donc ce qu'on appelle en anglais les young professionals, les jeunes professionnels. Donc, ça part d'abord des étudiants. Ce sont donc des jeunes qui sont parfois actifs professionnellement, puisqu'en parallèle de ces études, on fait aussi un métier. Et puis, ce sont des jeunes surtout qui souvent ont quitté l'école juive, où on a été dans un mouvement de jeunesse. Et puis, le plongeon à l'université, c'est vraiment un défi pour ces jeunes. Alors, je vous propose d'abord de nous arrêter un petit moment sur cette expérience que vous avez accumulée en allant à la rencontre de ces jeunes. Parlez-nous du cadre, des projets que vous avez pu mener, et puis surtout de ce que vous constatez de ces jeunes qui, après avoir obtenu le bac souvent brillamment, se retrouvent à faire de grandes études, ou des études tout simplement, qui se destinent à des métiers, et qui font néanmoins face à de nombreux défis. Quels sont-ils, et comment est-ce que ils les appréhendent? Oui, tout à fait. Alors, j'ai en effet eu beaucoup de chance, je trouve, d'être en contact avec tant de jeunes. Et ça s'est fait un petit peu, vous savez, comme toutes les grandes rencontres dans la vie, ça s'est fait un petit peu indépendamment de ma volonté, parce que il y a maintenant 12-13 ans, j'avais commencé à enseigner dans un lycée, passionnée par cet échange avec ces pré-ados et ces ados, qui ont beaucoup de questions existentielles, beaucoup de questions fondamentales, pas toujours des lieux pour les poser, ou pas toujours à l'aise peut-être pour les poser, en tout cas dans le cadre justement d'un enseignement frontal, classique, scolaire. Ils sont souvent en mesure de se poser la question, mais quelle est la place pour ma question à moi? Et puis, je suis certainement le seul ou la seule à me poser cette question, donc j'ai pas envie de m'afficher comme ça avec ces questions. Et ensuite, rapidement en fait, ces élèves de lycée sont arrivés à l'université, et en réalité, mon évolution professionnelle a évolué avec ces élèves. C'est-à-dire que je m'en souviendrai toujours de cette jeune étudiante que je rencontre parce qu'elle est serveuse dans un restaurant, en plus de ses heures à la fac de droit de Créteil. Et elle me revoit, en fait, elle revoit son ancienne prof de Kodesh, comme on dit, et elle dit: ça me manque le Kodesh. Ah oui. J'aurais pas dit, mais ça me manque tellement. Et si on organisait un cours? Alors, le tout premier cours, c'était organisé chez elle, dans son salon, avec toutes les anciennes de sa classe. Et en réalité, ce cours, très vite, a grossi. Et après, les cours ont eu lieu à l'intérieur même de certains locales étudiants UEJF à l'intérieur des écoles. Il y en a eu à Garancière beaucoup, pendant 4-5 ans. Il y en a eu à Tolbiac, il y en a eu à la fac de droit beaucoup, et à la Sorbonne. Et donc en fait, j'ai
évolué moi-même avec ces étudiants et j'ai évolué avec leurs questions. Et c'est vrai que leurs réflexions sont toujours très pertinentes, très profondes, et leur arrivée dans le vaste monde universitaire a été l'occasion pour eux de se poser des questions identitaires. Alors justement, quelles sont ces questions que ces jeunes se posent ? Face à quel dilemme, face à quel défi ils doivent se faire face? J'ai envie de dire, dans quelle mesure est-ce qu'ils viennent suffisamment préparés ou pas assez préparés à affronter ce monde, puisque, admettons-le quand même ici, l'école juive reste un milieu extrêmement protégé. Ils évoluent sous une cloche de verre. Ils sont vraiment choyés, accompagnés, écoutés et entendus, peut-être pas sur toutes les questions, parce que le cadre scolaire est un cadre très rigoureux, qui se doit d'être rigoureux, mais néanmoins, ces jeunes, lorsqu'ils sortent, ils affrontent l'université, ils reviennent d'ailleurs dans les écoles, en parlent souvent avec leurs anciens profs et leurs anciens responsables ou directeurs, et ils expriment soit un manque, soit parfois, au contraire, ils s'estiment être préparés. Qu'est-ce qu'ils disent, ces jeunes, pour vous, quand vous les rencontrez? Dans quelle mesure ils n'ont pas été assez préparés à l'université et au monde extérieur? Ouais, moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est à ce moment-là que vont émerger les vraies questions identitaires de leur appartenance. Ça peut être une appartenance à Israël par sa terre, ça peut être à travers le Shabbat et les fêtes, leurs traditions. Ça va être, pour ceux qui mangent kasher, ça va être à travers l'exclusion dans laquelle en fait, qui est mise en place de fait quand ils ne vont pas partager le même hamburger ou le même repas que leurs amis. Et là, il y a tout un champ de questions à explorer, évidemment, autour du sens de la cacheroute, bien sûr. Du sens de toutes les valeurs et les traditions qui sont les leurs, quel que soit évidemment leur niveau de pratique ou leur niveau d'attache. Et c'est vrai que ce face-à-face avec le monde, le vaste monde, des fois avec l'antisémitisme, disons-le, bien entendu. Ils vont être confrontés à ces questions-là, l'importation du conflit en Israël, évidemment, et donc ils vont pour la première fois avoir un positionnement. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Donc vous, quand vous les rencontrez, ces étudiants, et souvent ils viennent des écoles juives? Alors pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui viennent d'écoles juives, mais je pense notamment à un cours régulier que je donne à des jeunes filles qui sont actuellement dans les grandes écoles. Donc c'était l'Union des étudiants juifs des grandes écoles. Et pour la plupart, elles n'ont pas fait l'école juive. Et là aussi, maintenant à l'âge adulte, j'ai envie de dire, elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses d'identité, de valeur, de direction, de responsabilité peut-être aussi. Et c'est passionnant de voir récemment, on a fait un cours sur l'être et le paraître, qui est une question fondamentale à l'ère des réseaux sociaux. Bien sûr. Et ça a été un grand moment d'échange. Donc, vous confirmez le besoin que ces jeunes ont d'être accompagnés lorsqu'ils sortent de l'école juive. Et il est vrai que, donc je parle plutôt là maintenant en tant que directrice de la Morim, il est vrai qu'on a toujours eu ce souci par rapport au travail qu'on fait. Nos auditeurs et nos auditrices peuvent nous suivre régulièrement, suivre notre actualité avec le travail qu'on fait qui est quand même très axé sur la production pédagogique, sur la formation des enseignants. Et souvent la question qui se pose et que les enseignants se posent eux-mêmes, c'est la question suivante. En tant que professeur d'enseignement juif, quelle est ma mission au sein de cette école? Quelle est la mission face aux élèves? Alors, la première mission qu'on se représente, vous savez, on le dit souvent, c'est d'abord la mission telle qu'on l'a perçue de nos propres enseignants. On est très, très influencé par le modèle qu'on a nous-mêmes, excusez-moi du terme, parfois subi, ou espérons-le, que l'on a vécu. Et alors donc, le premier modèle qui nous influence, c'est celui-là, c'est celui de nos propres enseignants. Et donc, ces enseignants se disent, si mes enseignants m'ont formé de cette manière, je vais reproduire le modèle. Or, aujourd'hui, il me semble que la question se pose de manière tout à fait différente dans l'éducation. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de l'accès au texte et des compétences liées au texte, etc., puisque les textes, le savoir, il est accessible d'un coup j'ai envie de dire, de doigt sur son téléphone. Et donc, ces jeunes sont en quête
de quelque chose aujourd'hui, ces enseignants se doivent de les accompagner dans les écoles. Et la question donc on s'est très très vite posée, c'est comment, d'une part, mobiliser les enseignants sur cette responsabilité d'éducation qui est différente, complémentaire de la responsabilité d'enseignement, et en même temps s'assurer, planter, puisqu'on est à quelques heures de Tobi Shvat, planter cette graine dès l'école pour que, à plus 2, plus 3, plus 5 ans, un jeune ne soit plus aussi désarmé lorsqu'il se retrouve à l'université. Et ensemble, avec vous, on a imaginé un nouveau programme. On peut peut-être dire le nom auquel qu'on a évoqué, mais ça sera peut-être pas le nom définitif. D'ailleurs, si certains de nos auditeurs veulent commenter sur le post de notre page Facebook au sujet de cette émission, en nous proposant d'autres noms, on a pensé, donc allez-y, dites-nous le nom qu'on a évoqué pour ce programme. Voilà. Inéni, alors pourquoi Inéni ? Inéni, me voici, c'est ce que dit Avram quand Hachem l'interpelle pour la première fois. Et puis c'est un terme qui est récurrent dans la Torah. C'est ce terme de la personne qui est prête à se lancer, prête à aller au travail. J'y vais, j'ai une responsabilité, j'ai un rôle qui m'incombe et je dois être à la hauteur de ce rôle qui m'incombe. Et ça, on aimerait que nos élèves qui sortent des écoles juives puissent dire Inéni. Voilà, je suis là dans mon rapport à mon peuple, dans mon rapport à ma terre, dans mon rapport à ma famille, à mon histoire, aux shorashim, aux racines qui sont les miennes. Bien sûr. Puisqu'on travaillera aussi là-dessus sur cette notion de racines et de lignée ancestrale dont ils font partie. Alors, donc, on en reparlera juste après la pause parce qu'on va faire une courte pause Mariacha et on va revenir ensemble sur justement le contenu de ce programme qu'on est en train de construire et qu'on va lancer dès le mois prochain pour certaines écoles. À tout de suite. Voilà, merci à tous de nous retrouver, merci à tous et toutes de nous retrouver. Donc je rappelle que pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Maria Chadré, donc qui est une des femmes, puis-je dire, alors avec beaucoup de fierté, que vous êtes une femme qui a une influence dans le milieu orthodoxe, qui sortait vers l'extérieur, puisque vous allez chercher les étudiants, vous enseignez énormément, c'est votre principale activité, et vous avez accepté la proposition de la Morim pour travailler à l'élaboration d'un programme j'ai envie de dire de séjour, plus que de juste un Shabbat, de séjour pour les lycéens, partant du constat que pour avoir des étudiants engagés, des adultes qui font partie d'une communauté, des adultes qui sont là lorsqu'on a besoin d'eux, commencer à planter des graines dès le lycée. Absolument. Alors, vous avez commencé à évoquer un petit peu le contenu du programme. Je pense que tous les parents d'élèves qui pensent à l'éducation juive et qui nous écoutent en ce moment, tous les enseignants, peut-être tous les élèves qui nous écoutent, seraient très intéressés. Donc, pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus sur la manière dont vous avez pensé à l'articulation de ce séjour Inéni dont vous parliez tout à l'heure? Oui. Alors, notre objectif, c'est de sortir, bien sûr, du cadre scolaire, de sortir de l'apprentissage frontal, de sortir de la matière Kodesh, le contrôle, l'apprentissage, le contenu, et de rentrer dans un autre univers, dans l'univers de la responsabilité, dans l'univers des valeurs. Et pour évoquer ce programme, je suis tombée presque par hasard, pas vraiment par hasard, parce que ce livre, j'ai presque envie de dire, c'est ma Bible. Le livre de Viktor Frankl qui s'intitule « Retrouver le sens de la vie ». Donc Viktor Frankl, je le rappelle très rapidement, était un psychiatre, neurologue d'avant-guerre à Vienne, qui a été déporté dans 4 camps de concentration, qui a perdu sa famille, qui a écrit le manuscrit de la logothérapie, donc la thérapie par le sens, et qui a entre autres ce livre exceptionnel. Et au gré de ma lecture, je tombe, je crois, sur une phrase qui est extraordinairement d'actualité nous concernant. Il dit comme ça, je vais vous le citer dans ces mots, « À une époque comme la nôtre », alors quand il dit comme la nôtre, c'était il y a 40 ans, mais vous allez voir à quel point c'est tout à fait exact. Donc à une époque de vide existentiel, l'éducation n'a pas seulement pour tâche et pour mission de transmettre la connaissance, ni les valeurs universelles du passé, mais plutôt d'affiner et de développer la conscience personnelle pour permettre aux êtres humains de faire face aux défis que représente le délitement des traditions et des valeurs et de leur permettre de recourir à leur conscience, ce qui leur donnera la possibilité, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à la fin de leur vie, de trouver un sens à leur vie. C'est un grand programme, je trouve. Le sens. C'est un grand programme que de trouver du sens. De ne pas faire les choses par habitude, par rituel, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait.
mais de trouver du sens à toutes nos actions. Et c'est vraiment ce qui donne l'énergie à nos adolescents et à nos jeunes adultes de démarrer dans la vie, d'avoir du sens. Et donc, c'est ça notre objectif, c'est de donner du sens à leur identité. C'est un grand programme. Bien sûr. Comment est-ce que vous comptez y parvenir lors de ce séjour Ineni ? Alors, tout d'abord, nous avons recruté une personne que nos élèves et peut-être même les parents d'élèves connaissent certainement bien parce il est guide aussi bien en Pologne que en Israël dans les voyages Taglit. C'est Monsieur Ethan Fison qui a vraiment une grande... Monsieur le rabbin, je crois même. Monsieur le rabbin Ethan Fison, absolument. C'est vrai qu'il est rabbin en Israël et qui a une grande expérience pédagogique et encore plus dans le domaine de l'informel. Et donc, qui va venir nous accompagner dans ce projet. Alors, nous allons d'abord faire connaissance avec les élèves au sein de leur établissement et nous allons développer les notions d'identité et de responsabilité au sein de notre identité. Et nous allons ensuite passer à un Shabbat qui aura un long Shabbat, on va être un grand week-end du jeudi au dimanche, avec également des madrichim d'Israël qui vont nous accompagner. Des personnalités aussi, là je vais pas en dire davantage, des personnalités vont être attendues lors de ce Shabbat et nous allons envisager un programme autour de réflexions identitaires qui vont commencer par l'identité du qui suis-je, moi en tant qu'individu, fait d'un corps et d'une âme. Alors justement, excusez-moi parce que je vous interromps, pas parce que je voudrais juste réagir par rapport à cette question de qui suis-je, d'où est-ce que l'on part. Il est vrai que alors, je vais parler peut-être un peu d'une expérience personnelle, mais pour avoir évolué dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on a énormément de facilité à assumer ce que l'on est, son identité, mais en même temps sa personnalité, son trait de caractère, et où on apprend à se chercher et à se connaître. Il est vrai qu'en France, en tout cas dans le cadre scolaire, on prend très peu le temps de se connaître soi-même. Absolument. Et donc ce premier cercle que vous évoquez, c'est une condition pour pouvoir construire le reste. Absolument. C'est Alors, comme ça que je l'envisage. Je l'envisage comme une condition et c'est le premier élément, c'est l'approche initiale. Parce que d'abord, de qui on parle ? On parle de je, J-E. C'est qui, J-E ? Un nom, un prénom, non. Ça suffit pas. Un âge non plus. Une photo non plus. Non, un selfie non plus. Ah, pas du tout. Alors, il y a qui derrière ce jeu ? Bien sûr. Il y a l'univers infini de l'invisible, de la Neshama qui est unique, qui est singulière. Se réapproprier cette Neshama. Elle est faite de quoi ? D'un monde émotionnel, d'un monde intérieur, d'une vie intérieure, d'une sensibilité qui est singulière, qui est unique, qui est irremplaçable. Est-ce que nos enfants se sentent irremplaçables ? Oui. Il faut qu'ils le sentent. Il faut qu'ils sentent qu'ils laissent un impact dans ce monde qui est irremplaçable. Et donc, qui s'interrogent sur leurs qualités fondamentales, sur leurs talents. Moi, j'aime beaucoup les émissions qui sont à la mode autour des talents. Absolument. Got Talent. Dans toutes les langues et dans tout. Et c'est pas inintéressant que le monde s'intéresse à ça aujourd'hui. À l'ère du remplaçable, justement, et du jetable, il y a des personnes qui ont des talents et des talents cachés. C'est ça. Et la surprise qu'on peut constater sur certains visages, lorsque des personnes qui paraissent, comme vous dites, enfin, vous ne l'avez pas dit, mais qui pourraient paraître insignifiantes, se dévoilent, se révèlent comme étant absolument extraordinaires et qui méritent tous les applaudissements. Tout à fait. Et c'est complètement l'idée de Tu Bishvat qui approche. Absolument. Le talent de cet arbre qui va donner des fruits magnifiques et pourtant là, il a l'air d'être complètement dénué de toute couleur, odeur, saveur. Eh bien, il a un talent caché à travers son tronc, ses racines, son arbre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a tout un travail à faire dans le rapport entre l'homme et l'arbre qui est Adam et Tzassadé, le fameux verset, parce que l'individu a aussi des ressources extraordinaires et on attend qu'il donne ses fruits. Voilà, alors vous avez évoqué donc les différents cercles pour travailler justement sur d'abord qui on est avec sa famille, puisqu'on est tous héritiers d'une culture, d'une tradition, de valeurs, d'une histoire qu'on connaît pas souvent, qu'on n'a pas souvent le temps d'explorer. Je vous invite d'ailleurs à l'occasion de Tu Bishvat, j'invite
tous les auditeurs et les auditrices à passer un coup de fil à leurs parents, leurs tantes, pour leur demander comment se passait Tou Bishvat dans leur pays d'origine. C'est ça aussi la transmission, c'est ça aussi de raconter, c'est ça aussi le Seder de Tou Bishvat, c'est de se raconter comment dans certains pays on n'avait pas d'orange, ou on n'avait pas de dattes, ou on n'avait pas de grenades, on n'avait pas les 7 fruits d'Israël, souvent on n'avait même pas tout ce qu'il faut pour pouvoir manger de tout, goûter de tout. Mais en tout cas, donc d'abord qui on est soi-même, de quoi est-ce qu'on hérite, quel est ce bagage qui nous a été transmis, qu'est-ce qu'on en fait? Ou est-ce qu'on le rejette complètement? Je connais des familles qui, après des événements traumatiques, et je parle pas uniquement de la Shoah, ont décidé de carrément plus parler, de ne plus parler du avant. Et puis, mais même ça, on en hérite. Même ce tabou-là, on en hérite. Et comment est-ce qu'on en fait une force? Comment est-ce qu'on en ressort grandi? Quels sont les autres cercles que vous comptez explorer avec ces jeunes? Donc, en effet, la famille, évidemment la communauté. Donc, la communauté au sens de la petite communauté ou au sens large, la communauté juive de France. Quelle est mon implication dans cette communauté? En quoi je peux être utile et responsable? Et puis, bien sûr, évidemment, mon lien avec le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Est-ce que vous envisagez d'aborder les questions de la citoyenneté, c'est-à-dire de son rapport au pays dans lequel on vit? Comment est-ce que, en contribuant, en se préoccupant de sa communauté, on se préoccupe également de la nation, du pays dans lequel on vit, des valeurs de ce pays dans lequel on vit? Et puis, vous avez parlé d'Israël et également cette dimension au reste de la diaspora. La France est une des plus grandes diasporas en termes de nombre, je veux dire, en termes d'habitants, de juifs qui habitent aujourd'hui en France, mais il y a d'autres pays, d'autres diasporas. Est-ce que ce sont des questions que vous comptez également aborder avec ces jeunes, et pourquoi est-ce important? Oui, tout à fait. Alors, quand nos élèves, nos étudiants arrivent dans leurs écoles, très souvent, ils vont aller étudier à l'étranger. On a beaucoup de liens avec nos élèves qui arrivent dans tel et tel pays et qui demandent, y a-t-il un Chabad, y a-t-il une communauté, y a-t-il un Shabbat qui est faisable? Et donc, en effet, c'est extrêmement important d'explorer ce lien-là et ce qui fait notre attache. Exactement. Le président Macron, lors de sa visite à Yad Vashem, a lui-même été touché, on l'a bien vu, on l'a bien senti, ému par cette personne qui a raconté qu'en arrivant en France, il avait développé un attachement à la France grâce à Rachid III. Vous vous souvenez de cette... Alors, c'est pas anecdotique. À mon avis, c'est un exemple qui est extrêmement puissant parce que Rachid III, pour beaucoup, symbolise l'attachement au judaïsme, à la tradition juive et en même temps au français, à la langue française. On s'enorgueillit beaucoup en France. Peut-être que les élèves s'enorgueillissent un peu moins par manque de connaissances. Mais en tout cas, oui, on aimerait bien que nos jeunes juifs, s'ils restent en France, s'ils sont en Israël, s'ils sont dans un autre pays de diaspora, qu'ils deviennent tous à leur niveau un Rachid III pour eux-mêmes, pour leur famille, espérons. Et puis pour les juifs de par le monde et pour les personnes de par le monde. Donc, je rappelle donc, Maria-Cha, que nous allons lancer ce pilote dans quelques écoles d'abord. Et puis ensuite, on l'élargirait à d'autres écoles. Absolument. En France. Voilà. Alors, si on avait eu un peu plus de temps, je vous aurais demandé comment est-ce qu'on aurait évalué la réussite de ce projet. Mais on ne va pas le faire ce matin parce que nous allons laisser tout le monde retourner aux préparatifs de Tou Bishvat. Mais je vous laisse néanmoins conclure en 2 mots sur l'importance de ce projet à vos yeux. Ouais, nous espérons vraiment avoir une mobilisation de nos élèves. Nous espérons qu'ils vont rester en lien avec nous, qu'ils vont s'attacher à ce projet. Et puis si un jour eux-mêmes veulent être des étudiants qui vont s'impliquer dans un projet de cet ordre-là, ça sera merveilleux. Voilà. Donc beaucoup d'Hatzlacha, beaucoup de réussite pour ce nouveau projet. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Très bonne chance, très bonne fête. Bonne fête à tous nos auditeurs, nos auditrices. Et puis à très bientôt pour nos autres émissions d'Apprendre ou à donner. Bonne journée et Shavua Tov. Merci Dvorah, au revoir. Merci Maria-Cha. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serao, directrice du projet Al Amorim.